Au Nigeria, les débats se cristallisent autour des vacances du Ramadan. 4 États du Nord, dont Kano, imposent une fermeture complète des écoles publiques et privées dans ce mois de jeûne. L'un des 5 piliers de l'islam. Depuis ce lundi, 11,5 millions d'élèves se retrouvent en vacances et sont donc exclus du calendrier scolaire national. L'Association nationale des étudiants nigérians lance un ultimatum de 112 heures au gouverneur des États de Kano, Katsina, Bauchi et Kebbi. Cette organisation qualifie ces vacances imposées comme une violation flagrante des droits des élèves à une éducation interrompue. Cette prise de position s'aligne sur celle exprimée dès dimanche dernier par le président de l'Association des chrétiens du Nigeria, l'archevêque Daniel Oko. Il faut préciser que les écoles publiques et privées restent ouvertes dans l'état de Sokoto où réside la plus haute autorité musulmane du Nigeria ainsi que la majorité des États du nord du pays où s'applique la loi islamique en complément des lois républicaines. En conférence de presse mardi à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga a condamné avec fermeté toute forme de désinformation ou d'incitation à la violence à quelques mois de la présidentielle. Cette déclaration intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des rivalités et des discours virulents des candidats en lice. Le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à assurer un processus électoral pacifique et conforme aux règles en vigueur. Candidat à sa propre succession, Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Une candidature fortement contestée par les partis de l'opposition. Dès son entrée en fonction, Amadou Ouriba a instauré un cadre de dialogue inclusif et structuré, garant d'une gouvernance apaisée. Pour lui, la stabilité du pays repose sur une action gouvernementale cohérente et concertée qui dépasse les intérêts individuels. Il a affirmé avec insistance sur la nécessité d'un travail d'équipe pour assurer la réussite de la transition. Le Premier ministre a réitéré son soutien au général Mamadi Doumbouya, mettant en avant l'adhésion populaire dont elle bénéficie. Cette transition est une opportunité unique pour jeter les bases d'une gouvernance stable et efficace. Le principal défi actuel réside, selon lui, dans l'élaboration d'une constitution consensuelle et d'un fichier électoral fiable. Amadou Ouriba a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes essentielles pour garantir la stabilité et la prospérité du pays. C'est un procès tendu qui s'ouvre ce mardi en Tunisie. Accusés de complot contre la sûreté de l'État, plusieurs opposants au président Kais Saied seront présentés devant la justice à Tunis. Responsables de partis, avocats, figures des médias, une quarantaine de personnes issues de divers courants sont poursuivies. Pour le moment, la justice annonce que le procès se déroulerait à distance, c'est-à-dire que les détenus ne seront pas physiquement présents au tribunal et comparaîtront par visioconférence pour les raisons de sécurité. Les familles et les avocats craignent un procès exemplaire pour l'opposition au président Kais Saied, tandis que les autorités assurent de l'indépendance de la justice dans le pays et des conditions pour un procès équitable. La Russie interdit l'accès permanent d'entrée sur son territoire à 9 citoyens japonais. C'est du moins ce que stipule une liste publiée ce lundi par le ministère russe des Affaires étrangères. Une décision qui fait suite aux sanctions imposées par le Japon contre la Russie dans le conflit russo-ukrainien. La liste prend entre autres en compte le ministre japonais des Affaires étrangères, le président de la représentation du constructeur automobile Isuzu et le vice-président principal de l'agence japonaise de coopération internationale. Pour rappel, en juillet 2024, Moscou avait déjà pris des mesures de ce genre contre 13 autres ressortissants, dont le président du constructeur automobile Toyota Motor. Ainsi, la Russie a l'habitude de refuser l'accès aux étrangers sur son territoire.
L'Union européenne a pris des décisions importantes pour soutenir l'Ukraine face à l'agression russe. Lors de leur sommet à Bruxelles ce 6 mars, les dirigeants européens ont renforcé leur aide militaire à l'Ukraine et envisagent plus d'équipements et de formation au profit des forces ukrainiennes. Ils ont également abordé la question des garanties de sécurité pour l'Ukraine, un engagement solide de l'UE pour soutenir le pays dans cette guerre. En présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'Union européenne a réaffirmé son soutien face à l'invasion russe. Parallèlement, l'UE a mis en place un plan pour renforcer la défense collective européenne avec l'objectif d'augmenter les dépenses de défense et de mieux préparer l'Europe à faire face à de futures menaces.